dissolution ou démission. Là, on voit bien que le chaos qu'il a mis en place depuis le 9 juin 2024 est intenable. Donc, il faut qu'il prenne des décisions, Manu, et des bonnes décisions, et rapidement, parce que le temps n'attend plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien d'actualité. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Virginie Joron, députée Rassemblement National au Parlement européen. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Votre groupe au Parlement européen a récemment déposé une motion de censure contre Ursula von der Leyen. Quel a été le déclencheur du dépôt de cette motion ? Alors effectivement, notre groupe a déposé cette motion il y a près de 2 mois, parce qu'en fait, il y a un délai. Ce qui a déclenché, en fait, c'est plusieurs scandales, mais déjà, c'était latent. Je rappelle l'historique de la précédente mandature avec le Qatargate, le Pfizergate. Mais là, en fait, ce qui a été le déclencheur durant cet été que nous avons eu, où on a vu que Mme von der Leyen allait aux États-Unis toute seule, s'entretenir avec Washington pour mettre en œuvre des accords de libre-échange, mais en fait qui sont en défaveur de nos intérêts. Il y a le Mercosur qui a été aussi un déclencheur parce qu'en fait il y a eu une crise au niveau de l'agriculture et des agriculteurs qui ne comprennent pas cette politique mortifère où en fait on ne défend plus les intérêts de nos agriculteurs, où on devient dépendant finalement de cette commission et à notre souveraineté alimentaire en pâtit. Et donc cet accord Mercosur aussi qui a été négocié dans le dos des parlements nationaux a été aussi un déclencheur. Et puis aussi cette gestion opaque de la commission. Comme je vous l'ai dit, il y a eu une motion qui a été déposée au mois de juillet et qui remettait en question cette gestion opaque de la commission. Et de nouveau, puisqu'elle n'avait déjà pas répondu il y a 2 mois, eh bien, on a voulu de nouveau la remettre devant ces contradictions et surtout ces problèmes de gestion de l'administration. Et quelles seront les conséquences du dépôt de cette motion et du vote de cette motion de censure ? Déjà, ça ébranle un petit peu la commission puisqu'on a encore convoqué Ursula ce lundi. Elle a dû venir et s'expliquer. Ça a permis encore une fois de montrer et de repositionner certains, leur grande ligne politique. J'ai envie de dire, nous, elle est claire, nous, on ne veut plus du Green Deal. On l'a déjà dit dès le départ de ce mandat puisque elle est maîtresse de cette idée du Green Deal. Dans son précédent mandat, on a vu les effets nocifs. On voit bien aujourd'hui avec l'industrie de l'automobile qui est en panne et qui est en train de mourir. Et donc, tous ces effets négatifs que nous avons vus lors du précédent mandat, eh bien, on lui a rappelé qu'il fallait qu'elle stoppe. Donc, nous, on a rappelé notre ligne. On veut plus de souveraineté, on veut plus un respect des États-nations, on veut plus une protection des Européens, notamment face à tous ces accords internationaux. Et puis, certains ont profité de ce débat pour critiquer le manque de cohérence de Ursula, puisque à nous, elle nous dit que nous ne sommes pas dans la bonne ligne, et aux socialistes, elle travaille avec eux et en même temps, elle ne les écoute plus. Donc ça a permis à d'autres groupes politiques de régler les comptes, mais on n'est pas dupes, ne soyons pas dupes. Ce sont juste des postures politiques, parce que vous verrez que jeudi, ces mêmes socialistes, même Macron apparemment, Macron, je parle de Renew, qui ont une toute petite délégation, qui ont un peu critiqué Ursula, iront quand même jeudi la soutenir. Donc ça permet aussi de donner rendez-vous à tous ces hypocrites et de traduire en réalité ce qu'ils critiquent dans l'hémicycle avec le vote. D'accord. Il y a actuellement une multiplication des motions de censure. Il y a la vôtre, mais celle aussi qui vient des partis de gauche. Qu'est-ce que cela révèle sur l'état du Parlement européen ? Alors déjà, d'une manière globale, c'est vrai que dans l'histoire du Parlement, il n'y a pas eu beaucoup de motions, une trentaine dans l'histoire de l'Union européenne. Et déjà, ça démontre qu'il y a vraiment une défiance par rapport à cette commission de plus en plus autoritariste. Nous, on le voit à travers des textes. Moi, je suis la commission bouclier social pour la protection de la démocratie. Et on voit que tous les textes sont vraiment ancrés d'une volonté de tout contrôler. On l'a vu avec la santé, qui n'est pas une compétence de la Commission. On le voit aujourd'hui en matière de défense. Ce n'est pas une compétence naturelle et directe de la Commission. On voit qu'elle veut s'accaparer de cette compétence en défense. Et là, on voit aussi maintenant, ils veulent contrôler les élections. Là, aujourd'hui, ils sont en train de mettre en œuvre une machine pour demain contrôler. Enfin, déjà, ils ont fait un test en Roumanie en annulant les élections, en utilisant des textes, le DSA, en utilisant des textes et dont la lecture n'était pas celle que nous avions
faite il y a 4 ans, et donc il y a une nouvelle lecture de ces textes pour contrôler la démocratie. Et donc, on voit bien que cette dérive autocratique, eh bien, elle est contestée par notre groupe. C'est pour cette raison que nous avons déposé cette motion, mais nous l'avions déjà, une partie de députés européens avait déjà soutenu celle du Roumain Piperea au mois de juillet. Et puis par contre, moi j'ai envie de dire à Manon Aubry, puisque c'est elle qui est à l'œuvre de cette motion, quand je disais les hypocrites, Manon Aubry a refusé de voter la motion du mois de juillet. Alors que c'était la même critique contre cette autocratie, ce manque de transparence. Madame n'a pas voulu soutenir cette motion parce qu'elle estime qu'elle est parfaite, que sa ligne politique, c'est la meilleure. Et donc, le moyen qu'on lui a donné de sanctionner Ursula, elle ne l'a pas pris. Là, nous avons déposé cette motion, évidemment, pour ne pas, encore une fois, soutenir notre motion. Madame, elle fait sa petite motion dans son coin. The Left, avec une défense. J'ai lu en diagonale cette motion où elle est plutôt obsédée par Gaza et la Palestine. J'ai envie de dire, mais c'est quoi le mandat de l'Union européenne par rapport à ce dossier? Si on commence à ouvrir tout le chapitre des conflits, ben on n'arrête pas. Je pense qu'il faut... c'est plus... Elle l'utilise d'une manière politicienne pour ses électeurs. Elle ne le fait pas du tout dans l'intérêt notamment de l'Europe, j'ai envie de dire, parce que je ne parle pas de l'Union européenne, dans l'Europe, dans la manière où nous, nous, les intérêts, c'est les agriculteurs, c'est le marché intérieur, c'est la protection des consommateurs. Elle, c'est protéger les Palestiniens, c'est parler de Gaza. Donc, aucun intérêt, aucun sujet direct avec les compétences et la mission de l'Union européenne, et j'ai envie de dire, du Parlement. Donc, on voit bien que c'est une mesure politicienne, donc on sait très bien l'issue, elle ne va pas voter notre motion, et elle fait déjà son show autour de ce conflit, et je trouve que c'est assez malsain parce que c'est encore attiser la haine. En plus, on est dans la semaine du 7 octobre, au lieu de, je sais pas, prendre du recul et de prendre plutôt ces opportunités de sanctionner sur la von der Leyen sur des sujets communs, sur des sujets sur lesquels vraiment les citoyens attendent une réflexion ou une sanction, notamment autour des agriculteurs, eh bien, elle ne répond pas présente. L'autre actualité, c'est bien sûr la séquence politique française. Qu'est-ce que vous et votre groupe politique demandez à Emmanuel Macron? Dissolution ou démission. Là, on voit bien que le chaos qu'il a mis en place depuis le 9 juin 2024 est intenable. Donc, il faut qu'il prenne des décisions, Manu, des bonnes décisions et rapidement, parce que le temps n'attend plus. Je veux dire, il y a l'industrie automobile qui est en train de mourir. Les investisseurs, aujourd'hui, ne savent pas s'ils doivent continuer ou pas à investir en France. On donne une image qui est déplorable. Je venais là pour arriver ici au bureau, j'ai rencontré des collègues italiens. Normalement, c'était eux les champions du gouvernement les plus rapides du monde, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, ils ne comprennent pas. J'ai un collègue tchèque qui me dit, mais attends, c'est tellement ridicule, 14 heures, un gouvernement qui a tenu 14 heures. Donc on donne une image quand même de chaos, de décadence et de ridicule qui a atteint. Même moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi, comment dire, les effets, l'impact était aussi fort parce que, ok, nous, on est français, on est obligé de suivre la politique. En plus, on est dedans. Mais que tous nos partenaires européens regardent ce qu'il se passe en France et se posent des questions vraiment même sur, j'ai envie de dire, l'état mental d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait, c'est ce qui ressort là de tout ce que j'entends. Et l'image qui est donnée n'est pas des meilleures parce que, comme je dis, il faut de la stabilité, il faut un cap. Et aujourd'hui, on voit qu'avec Emmanuel Macron, il y a 0 cap. Et donc, effectivement, la seule solution que nous, on voit, c'est dissolution ou démission. Dissolution pour redonner de la voix au peuple et faire un choix, encore une fois, pour les partis dans lesquels ils croient, et qu'on arrête aussi tout de suite, parce que dissolution, mais aussi qu'on arrête aussi, qu'on dise tout de suite toutes ces vous savez, comme ils appellent ça, les fronts républicains, les coalitions qui sont pas naturelles, ce qu'ils ont fait là avec la France insoumise, la coalition des nuls, moi j'ai envie de dire, qui a fait qu'en fait, ils ont tronqué la démocratie. Ils n'ont pas finalement écouté la voix du peuple, qui ne voulait pas de ces manigances, de ces petits postes arrachés comme ça dans les couloirs et en chantage et en négociant. C'est pas ce que les Français souhaitent. Et moi, j'appelle surtout, je discutais avec un élu des Républicains,
Et lui, je pense qu'il souhaite que même les républicains aient plus de courage et de droiture, parce que là, ils sont en train de se faire un harakiri, c'est ce qu'il disait. Ciotti a clairement dit qu'il fallait, et ce qu'il a fait, c'était courageux, mais parce il a un sens politique, il a des valeurs, parce qu'il le dit, hein, il n'a pas tout épousé dans le Rassemblement national, mais c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un rapport équilibré de vision politique pour la France et les Français. C'est ce que Éric Ciotti a trouvé chez nous. Et lui, il demande à ses collègues LR qui sont encore dans le train de la perte, eh bien, de le rejoindre. Et il a raison, et c'est ce que m'a dit là, à l'instant, un républicain qui siège dans le PPE, parce qu'ils savent très bien que c'est soit ils viennent, ils nous rejoignent, soit ils meurent. Il n'y a pas d'autre choix pour les républicains. Parce qu'on l'a bien vu, ça ne fonctionne pas. Et moi, je le vois au niveau local, le fait de s'allier avec les macronistes, alors que plus personne ne croit au macronisme, plus personne, ils sont tous en train de changer de cap. Moi, je l'ai vu au niveau local, je suis à Strasbourg, il y a des municipales qui vont arriver. Matt, qui était un élu Renaissance, la première chose qu'il a faite, il a rapatrié le bateau des LR Vetter, mais le bateau Vetter LR, il est en train de couler. Donc tous ces gens, à un moment donné, il faut qu'ils soient en responsabilité, pas à la recherche d'un siège, mais qu'ils écoutent ce que veulent les Français. Et je crois, on le voit autour des sondages, aujourd'hui, on est à 35%, parce qu'on on a un programme, hein, on sait, on est cohérent depuis le 9 juin 2024, mais même avant avec un programme. On a présenté toutes nos grandes mesures sur la réforme des retraites, sur le pouvoir d'achat, on veut plus de nouvelles taxes, ça suffit les nouvelles taxes. Il faut faire des économies là où on doit en faire, avec ces fausses agences qui ne servent à rien, les aides publiques à l'autre bout du monde. Donc on a un contre-projet qui fait où on vise 120 milliards d'économies. Donc ça, c'est du concret. Et je pense que là, on est tous dans l'attente, comme vous, comme nous, aujourd'hui, les citoyens français. Et on ne sait pas, en fait. C'est ça qui est terrible. On n'arrive même pas à s'imaginer un projet ce soir que Macron va nous présenter. Moi, j'y arrive plus. Et face au macronisme et à la gauche, est-ce que vous appelez à une union des droites? Et si oui, est-ce que vous pensez qu'elle est réellement possible en France? Alors c'est vrai que l'union des droites, moi, on se contenterait d'être qu'avec un certain camp. Moi, j'ai envie de dire, c'est ceux qui veulent, qui déjà ont envie de travailler avec nous. Hein. Moi, je force personne. Je veux dire, si chez IDL, vous savez, c'est le parti de Marion Maréchal, s'ils veulent travailler avec nous, eh bien qu'ils viennent. Mais on ne va pas, nous, changer notre programme. C'est pas nous de nous adapter aux autres, j'ai envie de dire. Nous, on est le parti le plus important de France, et on reste cet espoir pour des millions de Français. Donc nous, on est ouvert à toute proposition, mais c'est pas à nous de changer ou de nous, j'ai envie de dire, d'aller vers les autres. C'est l'inverse. Et avec, voilà, comme Éric Ciotti l'a fait. L'exemple d'Éric Ciotti, moi, j'entends à ce que les d'autres partis, que ce soit Sarah Knafo, que ce soit Marion Maréchal, que ce soit même chez les socialistes, hein, il y a peut-être chez les socialistes, ils ont peut-être se rendre compte. Moi, j'ai écouté il n'y a pas longtemps, j'ai plus son nom là, du parti radical de gauche lors d'un meeting avec les Verts qui critiquait sa collègue Marine Tondelier parce qu'elle était complètement déconnectée, où elle disait qu'elle prenait pour exemple Strasbourg parce que à Strasbourg, pour les femmes enceintes, ils leur donnent des paniers de fruits et légumes bio. Eh bien, elle s'est faite mais ratatiner par cet élu du parti radical de gauche parce qu'il lui a dit mais qu'elle était déconnectée, c'est pas ce que veulent les Français. Donc moi, quand il a tenu ses propos, je l'entends et je partage ce qu'il dit. Donc, vous voyez, il n'y a pas que l'union des droites, il peut y avoir des personnalités dans certains partis qui sont cohérents avec nos valeurs et qui peut-être auraient envie de venir avec nous. Mais c'est vrai que le courage, il en faut, et c'est pas souvent dans ces partis. Emmanuel Macron aussi, on a l'impression qu'il ne s'intéresse plus du tout à la vie politique française. Son compte Twitter, c'est que des tweets sur l'international. D'un point de vue européen, quel bilan tirer d'Emmanuel Macron et l'international? C'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il fait campagne en Europe. Pour moi, il fait campagne en Europe.
Qu'est-ce qu'il est en train de dire en off quand il va au Danemark? Qu'est-ce qu'il est en train de dire en off à Sarrebruck à ce week-end? J'essaye d'imaginer parce qu'il faut toujours essayer de comprendre et d'anticiper. Je me dis, en fait, le gars, il est en représentation pour rassurer ses partenaires européens. Parce que, comme vous le savez, il a une ambition. Je ne pense pas qu'il a envie d'arrêter la politique, puisque normalement, il devrait s'arrêter en 2027. Donc, il a d'autres projets. Et je pense qu'il sait que tout le monde voit que c'est le chaos en France. Donc, je pense qu'il essaye de rassurer pour peut-être se placer soit à la commission si Van der Leyen arrête ou démissionne ou la censure va atteindre son but, parce qu'il y a des échos là qui disent qu'elle en a marre. Vous voyez, alors est-ce que c'est à cause d'émotions? Il y en a, j'ai entendu ça. Est-ce qu'il veut la remplacer? Est-ce qu'il ne travaille pas ça? Parce que, vous savez, pour obtenir la poste de présidence de la Commission, il faut que ça soit décidé en Conseil européen. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les États membres adoubent ce candidat. Donc, est-ce que c'est ça qui prépare? Est-ce que c'est une démission qu'il prépare pour dire attendez, je vais démissionner, mais je reviens? C'est vrai que c'est pas clair. Après, moi, ce que j'ai vu dans ce message en Allemagne il y a 2 jours, dans son discours, c'est quand il a dit que le danger, c'était encore les plateformes numériques de TikTok et de X. Qu'est-ce que ça a à voir dans ce discours? Si ce n'est encore une fois de dire, parce qu'il anticipe, vous savez, lui, je pense qu'il est dans, comme vous avez dit, ou je ne sais plus mal bien le dire, ils sont moins 4 dans sa tête, donc ils sont 4 à chercher des stratégies à la McKinsey. Donc, est-ce qu'il est en train de tester pour voir, pour voir son retour possible en Europe ou en France? Et avec ce discours sur les plateformes numériques, où en fait, encore une fois, on voit bien qu'il est obsédé par le contrôle des réseaux sociaux. Moi, je dis obsédé parce que je travaille sur le sujet de la liberté d'expression, la censure, le DSA, qui n'est pas que il n'y a pas que le DSA, c'est le Digital Service Act. Et vous avez aujourd'hui toute une panoplie de textes qui sont des outils à la disposition de la Commission pour contrôler, censurer les narratifs. Je vais plus loin que les réseaux sociaux. Et en fait, cette obsession, pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent contrôler les élections. C'est ce que je disais aujourd'hui. Il y a une volonté, et ça c'est dans le discours de Van der Leyen sur l'état de l'Union en 2025, elle le dit, hein, elle veut la création d'un centre européen pour la résilience démocratique. Ça veut dire qu'ils veulent contrôler les élections. Ce week-end, vous avez vu, République tchèque, les socialistes, out, les macronistes n'existent plus. Donc, vous avez une nuance de bleu. C'est que du bleu, en fait. C'est du bleu marine au bleu ciel avec un tout petit peu de gris. Ça s'appelle le parti pirate. C'est un peu des verts. Mais il n'y a plus de socialistes, il n'y a plus de centristes. C'est que des patriotes. Donc, notre groupe a gagné. Hein. Donc, ceux qui sont dans notre groupe, le groupe ANO, le parti politique de Babiš, il a gagné, presque 35%. Vous avez ESN, c'est le groupe où siège l'AfD. Ils ont aussi gagné. PPE, c'est maintenu. Et vous avez ECR. ECR, c'est le groupe des conservateurs. Donc, vous avez, en fait, la République tchèque a gagné et ce sont les conservateurs, ce sont les patriotes qui ont gagné. C'est ça, la traduction aujourd'hui des élections. Et donc, cette crainte de cette montée qui continue de pire en pire pour eux, eh bien, ils veulent la contrôler à tout prix. C'était le message d'Emmanuel Macron. Et c'est pour cette raison que je pense que pour lui, il envisage l'après déjà, soit au niveau européen, soit au niveau français, parce qu'en maîtrisant tous les outils sur le contrôle des élections, ça pourrait, en tout cas c'est ce qu'il l'espère, c'est contrôler les résultats des votes. On l'a vu avec Thierry Breton, début d'année, qui disait pour l'AfD qu'il voulait absolument contrôler ces élections et qu'au cas où, ils auraient pu aussi l'annuler comme ils l'ont fait en Roumanie. Donc voilà un petit peu pour moi cette idée de Macron de faire un peu la tournée des popotes dans les pays européens, rassurer et en parallèle mettre en œuvre tous les moyens pour contrôler les élections. Et justement, ces pays européens, quel regard ils portent sur le président de la République? Alors, j'ai pas tout lu là parce que en fait, c'est arrivé tellement vite. Là, nous sommes en plénière. Bon, Salvini l'avait déjà dit. Hein, Salvini, c'est l'Italie, là, les gars. Il avait déjà dit, il avait dit que c'était un fou cet été. Bon, je pense que depuis cet été, aujourd'hui, enfin, tout prouve qu'il n'avait pas tort. donc, je pense que c'est plus effectivement au cas par cas parce que même l'Allemagne, vous voyez.
deux jours après, on a vu, il y avait une question qui était sous-tendue avec le discours de Macron. Vous savez, aujourd'hui, il y a une volonté de tout contrôler comme le chat control. C'est le chat control 2.0. C'est-à-dire qu'il y avait une réglementation pour contrôler les conversations privées, avec un mécanisme qui était normalement concentré que sur des prédateurs sexuels identifiés avec des juges derrière et surtout une volonté que nous avions défendue pour ne pas permettre aux plateformes numériques de contrôler, surveiller toutes les chats. Et là, le Danemark s'est opposé à ça et au contraire voulait mettre en œuvre un logiciel avec l'intelligence artificielle pour contrôler tous les messages en amont de l'envoi, que ce soit des photos, que ce soit des conversations, et donc il y a quand même une grosse entrave à la vie privée. L'Allemagne ne savait pas trop si elle devait soutenir ou pas ce texte. Eh bien, Macron est arrivé, rappelez-vous, ce week-end pour annoncer ce discours. Signal, qui est donc visé par ce texte, fait un tweet en disant « Attention, l'Allemagne est en train de changer d'avis ». Et donc, on s'est dit, bon, Macron il a essayé de négocier quelque chose avec l'Allemagne pour qu'ils consolident leur position pour soutenir le chat control. Signal fait ce tweet, et là, j'apprends ce matin que l'Allemagne, finalement, s'oppose à ce texte. Donc, petite victoire, mais à suivre. Ce qui veut dire que, vous voyez comment réagit, quand on dit des exemples. Italie, je pense à la même chose. J'ai pas encore vu Meloni, mais on voit bien qu'à chaque négo et à chaque fois qu'elle le voit, bon, on voit bien qu'elle c'est juste des salutations de circonstances. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de réel soutien. C'est pas ce que nous, en tout cas, moi, je vois à travers les échanges par rapport à ces dossiers, notamment autour de la surveillance des médias. Et là, dans les couloirs, au contraire, moi, je vous dis, en arrivant, mais qu'est-ce qui se passe en France, quoi? Personne ne comprend. Bien, merci beaucoup Virginie Joron pour vos réponses. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Omerta.